Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, se dirige-t-on vers une modification de la Constitution au Burundi? C'est en tout cas ce que souhaite le président Pierre Nkurunziza afin de former un gouvernement d'union nationale. Un nouveau round pour parler interlibyen réuni au Maroc dès ce lundi. Les différents protagonistes disposent de 48 heures pour tenter de trouver une issue à la crise. Et puis, retour du trafic ferroviaire sur l'ex-Kinshasa-Matadi en République démocratique du Congo. Une reprise des activités qui devrait renforcer les transactions commerciales entre la capitale et la ville portuaire. Au Burundi, l'heure est aux réflexions quant à la composition d'un gouvernement d'union nationale et pour ce faire, une modification de l'article 129 de la Constitution est indispensable. Le pays semble donc se diriger vers un réaménagement constitutionnel. Explication avec Liselsi Akizimana. Le Burundi en attente du nouveau gouvernement du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais a prêté serment le jeudi 20 août 2015 après sa réélection du 21 juillet. Et c'est lors de son discours d'investiture qu'il a mentionné son souhait de modifier l'article 129 de la Constitution afin de pouvoir constituer un gouvernement d'union nationale. Habituellement, la Constitution de la République était strictement respectée. On voudrait qu'on apporte donc des changements au gouvernement pour l'élargir jusqu'à y intégrer ceux qui n'auront pas acquis les pourcentages donc tracés par la Constitution. C'est-à-dire que c'est là où le président de la République lui a dit qu'il va se concerter donc avec les Burundais donc pour voir comment on pourra éventuellement modifier cet article 129 pour pouvoir y intégrer les autres. Donc ça, c'est une question interne donc que les Burundais même donc peut-être pourront trancher. Cet article 129 est le socle de la Constitution burundaise et l'opposition ne souhaite pas le réviser. Le texte prévoit en effet le respect des équilibres ethniques. 60% des portefeuilles ministériels doivent être occupés par des Hutus et 40% par des Tutsis et au moins 30% par des femmes. Il exige surtout que pour intégrer le gouvernement, chaque parti politique doit réunir au moins 5% des voix. À l'heure actuelle, seul le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, réunit les conditions nécessaires. D'abord, la concertation suppose qu'il y ait reprise de dialogue. Sinon, la révision serait simple. Ça passe par le Parlement. Lequel Parlement maintenant est pratiquement à 98% CNDD-FDD. Et même là, si Rwasa n'accepte pas de jouer le mauvais jeu, le CNDD-FDD est incapable de totaliser 4/5 des membres de l'Assemblée nationale, ce qui ne va pas lui permettre de réviser cet article. Même si le gouvernement tarde à être mis en place, le président Pierre Nkurunziza a déjà nommé ses 2 vice-présidents. Le premier vice-président, Gaston Sindimo, issu de l'UPRONA, proche du pouvoir, sera chargé du domaine politique. Et le deuxième vice-président, Joseph Butore, issu du CNDD-FDD, sera en charge des questions économiques. Et notons que la violence persiste sur le terrain. Pension Barot Wanayo, administrateur de la commune d'Issalé et membre du parti d'Agathon Rwasa, a été abattu par des hommes non identifiés ce samedi 22 août. Un meurtre qui intervient après 2 autres assassinats ciblés survenus récemment, celui du colonel Jean Biko Magou et du général Adolphe Chimirimana. Une nouvelle enquête a été ouverte. Début d'un nouveau round de pourparlers interlibyens ce lundi au Maroc. Réunis dans la ville balnéaire de Skirat, les protagonistes libyens sous l'égide de la MANUL, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, tenteront pendant 48 heures de trouver une sortie de crise. Arwa Barkala. Une nouvelle session de 48 heures du dialogue interlibyen s'ouvre ce lundi 24 août à Srirat, au Maroc. 2 jours de discussion destinés à trouver une solution de sortie de crise. Après 2 premières réunions à Genève en Suisse et à Casablanca au Maroc, les Nations Unies et les 2 parties impliquées dans le dialogue semblent déterminés à trouver le chemin vers une coopération entre les 2 gouvernements. L'antagonisme entre les parties libyennes est particulièrement important.
Ce dialogue, qui est donc la succession de plusieurs dialogues depuis plusieurs mois, est probablement celui d'une nouvelle chance. La chose la plus importante, c'est la stabilité et la paix en Libye. Il y a donc le dialogue qui est particulièrement suivi par l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre, mais aussi ceux qui se réunissent donc en Suisse. La Ligue arabe, par exemple, a un souci particulier de lutter contre la présence aujourd'hui avérée, sinon confirmée, de l'État islamique en Libye. Un dialogue suivi par les pays voisins de la Libye, puisque le pays pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'État islamique. Le désarmement des milices pour plus de coordination entre les deux gouvernements serait également un des enjeux à long terme de ce dialogue. Le plan proposé à nouveau consiste donc pour les Nations Unies à avoir un gouvernement donc d'union nationale nouveau. La pression populaire en Libye est aujourd'hui très importante, encore plus importante que par le passé, et sans doute qu'elle va peser. Si jamais on arrive à un accord négocié, l'application sur le terrain va être une vraie difficulté. Le rôle des milices qui ne sont pas conviées à ce dialogue va être aussi assez compliqué parce qu'il va falloir les désarmer. Et puis la circulation évidente, avérée, dangereuse des armes dans ce pays posera encore un autre problème. Les Nations Unies se sont données jusqu'au début du mois de septembre 2015 pour faire signer aux deux camps un accord de paix. Dans l'actualité également, Libreville, au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les États-Unis, la 14e édition du Forum international de l'AGOA, Africa Growth Opportunity Act, s'ouvre en effet ce lundi dans la capitale gabonaise. Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays vont se pencher sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat. Rappelons que voté en mai 2000, l'AGOA est une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits aux États-Unis sans frais de douane. Après 12 ans d'interruption, le train emblématique qui relie Kinshasa à Matadi est de retour en République démocratique du Congo. Le trafic a repris ce samedi dès 7h heure locale. Les nouvelles locomotives peuvent désormais transporter entre 300 à 500 passagers. Voyez ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le transport ferroviaire entre la capitale Kinshasa et la ville portuaire de Matadi, distante de 350 km, vient de reprendre ses activités. Le train express est parti de la gare centrale de Kinshasa ce samedi 22 août pour Matadi dans la province du Congo central. La vétusté des locomotives, le manque d'équipement et l'état désastreux du chemin de fer étaient les principales causes de la suspension de ces activités. Il y a des sections qui ne permettaient pas 20 km à l'heure. Il y a des sections qui étaient qui n'existaient plus, qui étaient ensevelies sous 3000 tonnes d'immondices, à Matete par exemple. Et nous avons essayé de travailler. Ça nous a pris du temps, 2 mois et de l'argent. Et nous avons fiabilisé les locomotives. Ce ne sont pas des locomotives neuves, ce sont de vieilles locomotives que nous avons reconditionnées avec de nouvelles pièces et c'est remis à niveau. Nous avons fait plusieurs essais et nous avons noté des performances satisfaisantes. Le train express Kinshasa-Matadi peut transporter entre 300 et 500 passagers. Pour ces premiers voyages, l'on n'a pas noté un engouement des passagers. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette relance est avantageuse pour le pays. Aujourd'hui, nous avons ce sursaut d'orgueil, le renouveau du train qui a pratiquement commencé le tronçon Kinshasa et puis Matadi. On espère que dans les jours à venir, ils vont essayer de renforcer quelques locomotives pour permettre à cette forte population de Kinshasa de se rendre facilement dans la province du Congo central. 4 millions de dollars américains, c'est le coût de la remise en état des locomotives du train express Kinshasa-Matadi. La reprise des activités de ces trains express, exclusivement réservés aux passagers, annonce le retour dans les jours qui viennent du train marchandises qui renforcera les transactions commerciales entre la capitale et la ville portuaire. Du sport pour clôturer cette édition, l'Afro-Basket 2015 se poursuit en Tunisie et lors de la 3e journée ce dimanche, la logique a été respectée. Le Cameroun a largement dominé le Gabon 93-67. L'Égypte s'est défaite du Mali 55-49. La Tunisie a maîtrisé le Nigeria 70-59 et la République centrafricaine a arraché sa première victoire en disposant de l'Ouganda à score final 60-56.
Et ce lundi, c'est au tour des groupes D et B d'entamer leur 3e journée. Dans le groupe B, le Maroc rencontrera le Mozambique, tandis que le Sénégal se mesurera à l'Angola. Et dans le groupe D, le Zimbabwe défiera le Cap-Vert et l'Algérie fera face à la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.